Alors, je suis en train de réaliser que je ne l'ai même pas dit, mais je m'appelle Céline. Je m'appelle Céline Simonet-Lafont. Je suis mariée à Olivier. Je suis la maman d'Elio, qui a 18 ans, de Rémi, qui a 15 ans, et de Lénie, qui a 7 ans. Et j'ai été pendant très très longtemps directrice marketing internationale pour un constructeur automobile. Donc pour moi, l'invisible, c'est pas compliqué, ça se résumait au Père Noël, à la petite souris des dents et aux cloches de Pâques. Donc vous voyez, je viens de loin. Mais en fait, tout a changé pour moi en novembre 2011. À cette époque-là, j'avais que 2 enfants, j'étais enceinte du 3e. Et dans ma vie, c'était ma vie avant maman épanouie, quoi. Ça criait tout le temps. Je passais mon temps à courir du matin au soir, dans un avion, à droite, à gauche. J'avais un planning aimanté sur le frigo avec le planning de la famille, les rendez-vous chez le dentiste. Maman, elle est où? Papa, il fait quoi? C'était une vie de dingue. Et puis ce jour-là, on est donc en novembre 2011, je suis enceinte de moins de 3 mois de mon petit dernier. Je suis sur un salon international, donc je bosse comme une dingue. Bon, bien sûr, je dis à personne que je suis enceinte. Déjà, c'est moins de 3 mois, et puis ensuite, c'est pas bon pour ma carrière. Donc je préfère m'épuiser, à être toute la journée debout, aller à des soirées, récupérer des prix le soir, faire des longs discours, plutôt que d'avouer que j'ai besoin de me reposer un petit peu. Mais bon, tout s'est bien passé, je rentre à l'hôtel le soir, voilà, je sais que le lendemain, je vais rentrer à la maison, je vais prendre mon TGV, et voilà, je vais pouvoir me reposer, ça va être bien. Et puis en fait, ce TGV, je ne l'ai jamais pris. Le matin, à l'hôtel, impossible de me lever. Mon corps dit stop. J'ai bien bossé, j'ai fait mon job de bon élève, voilà, j'ai tenu jusqu'au bout, mais à partir du moment où j'avais plus d'engagement professionnel, à partir de ce moment-là, le corps il dit stop. Au point où j'ai été obligée d'appeler mon mari pour qu'il vienne me chercher. Donc on habitait déjà à Grenoble à l'époque, donc il a fallu qu'il vienne me chercher à Paris pour me ramener à la maison, parce que j'étais absolument incapable de prendre un train. Donc ça a été une alerte, évidemment. À l'époque, je suis un peu vieille en fait, hein. À l'époque, on ne parlait pas tellement de burn-out, donc on ne m'en a pas parlé, hein. D'ailleurs, je crois que j'en ai même pas parlé à mon médecin. Je me suis juste dit, moi, j'étais fatiguée. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une alerte burn-out aujourd'hui. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais enceinte de mon 3e enfant. J'approchais la quarantaine, donc très certainement, ça serait mon dernier. Aujourd'hui, il a 7 ans, je vous confirme, c'est mon dernier. Donc, je me dis, je suis peut-être un peu bête quand même au bout du 3e. Je vais peut-être quand même comprendre que c'est bien d'en profiter de ces moments-là. Je sais que j'ai vu qu'il y a des femmes enceintes dans la salle. C'est peut-être un peu dommage de passer à côté de ce moment quand même. Donc, non seulement je décide de profiter enfin de cette grossesse, de ralentir, mais surtout, je prends la décision d'accoucher à domicile. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont cette expérience. Mais faire ce choix, donc pour les 2 premiers, je n'avais pas du tout fait ce choix-là, hein. Mais pour ce 3e enfant, je fais ce choix. Et pourquoi je vous raconte ça? Alors, bien sûr, parce que j'ai vraiment très envie de vous raconter mon accouchement. Comme il y a des hommes, bon, je ne vais pas vous le raconter. Mais surtout parce que c'est une préparation, s'il y en a qui l'ont vécu, elles sauront de quoi je parle. Se préparer à accoucher à domicile, c'est vraiment une préparation qui est tout à fait exceptionnelle, qui n'a rien à voir avec apprendre à faire le petit chien, s'allonger sur la table, etc. C'est vraiment un moment dans ma vie où je me suis pour la toute première fois reconnectée à ma puissance intérieure, à la puissance des femmes, à ce savoir inné, ce savoir ancestral qu'on a en nous. Et puis j'ai pris conscience à ce moment-là aussi que finalement la société nous mentait. Et je me suis dit, mais attends, si la société nous ment sur quelque chose d'aussi fondamental qui est le fait de donner la vie, c'est-à-dire en gros on nous fait croire qu'on a besoin de docteurs, qu'on a besoin de plein de monde autour de nous, qu'il faut faire comme ci, comme ça, voilà, il y a un protocole à suivre, que sinon on ne va pas s'en sortir, qu'on n'est pas capable.
C'est ça, en fait, le mensonge principal. Après, chacun fait ses choix, évidemment, et je le respecte. Je ne suis pas là pour dire il faut accoucher à domicile, pas du tout, hein, ce n'est pas mon propos. Mais c'est juste cette prise de conscience que j'ai eue, moi, dans mon histoire, qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais si on nous ment, si on nous fait croire qu'on a besoin que quelqu'un nous dise comment il faut faire pour quelque chose d'aussi fondamental que le moment où on donne la vie, ben peut-être qu'on nous ment sur d'autres trucs. Là, je me suis dit, est-ce que en fait, c'est vraiment ma vie de faire carrière, de monter, alors junior manager, manager, general manager, big directeur, encore plus big directeur, directeur marketing international, ouais, c'est sûr, ça pète. Bon, je gagnais beaucoup d'argent, c'est sûr. Et je me suis dit, en fait, est-ce que c'est vraiment ça qui est important ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'assumer tous ces rôles, d'être superwoman ? Est-ce que cette armure, en fait, que je me suis créée, je ne sais pas si vous avez cette sensation, des fois, le matin, on endosse notre armure de superwoman. Moi, je croyais que ça me protégeait, en fait, cette armure. Et puis, en fait, j'ai commencé à comprendre que ça m'enfermait. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'avec ce parcours, donc, qui a démarré avec ma 3e grossesse, avec ce parcours, j'ai compris qu'en fait, à l'intérieur de moi, quelque part, il y avait un espace de liberté. Il y avait quelque chose là qui avait besoin d'émerger. Et en fait, j'ai pris une décision radicale, j'ai quitté mon job. Je ne savais pas pourquoi faire, je ne savais pas ce que j'allais faire derrière, mais je savais que j'avais besoin de temps. J'avais besoin juste d'expérimenter, de mener cette quête de sens. J'en avais besoin non seulement, bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps à m'occuper de ma famille et de mes enfants, mais j'ai passé beaucoup de temps à m'occuper de moi. Alors il a fallu l'assumer, parce que bien sûr on est au chômage, donc on n'a pas le droit d'être au chômage. Ensuite on profite de la société, et puis je ne travaillais pas, puis je laissais quand même mes enfants à l'école, à la cantine et à la garderie même. Ouh. Et en fait, je le vivais très, très bien finalement, j'en ai bien profité. Et puis surtout, ça m'a donné l'opportunité de me faire coacher pour comprendre en fait le deuil de cette carrière professionnelle que je venais de balayer d'un coup de vent. Ça m'a permis aussi de faire des rencontres. Et j'ai rencontré en particulier un chaman toltèque. Alors je ne sais pas si vous connaissez le livre Les 4 accords toltèques. Si vous le connaissez, vous allez tout de suite me comprendre. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire. C'est vraiment, ça se lit très facilement et c'est un très joli livre. Donc j'ai rencontré ce chaman qui s'appelle Dabadi. J'ai commencé un parcours avec lui. J'ai aussi découvert la méditation. Et donc comme je vous le rappelle, j'avais ce luxe incroyable, j'avais du temps. Donc je pouvais m'asseoir 1 heure sur mon coussin pour méditer. C'était trop bien. Je pouvais aussi m'offrir des retraites de silence. Donc j'ai osé faire ça aussi à plusieurs reprises. Je le fais régulièrement maintenant. Partir 1 semaine où je disais à mon mari, ben voilà, je vais partir 1 semaine. C'est une retraite de silence. Donc je ne peux pas te parler, je ne peux pas parler aux enfants, ils ne peuvent pas me parler. Donc voilà, à dans 1 semaine. Et franchement, la toute première retraite de silence que j'ai fait, heureusement que ça dure 1 semaine, parce que les premiers jours, il n'y a pas le silence dans la tête, hein, je peux vous dire. On s'en raconte des histoires. Et puis après, on se rassure, on se dit, c'est vrai, on est accro à nos téléphones portables. Mais si réellement il y a un problème à la maison, c'est pas compliqué, ils savent où je suis, ils laissent un message à l'accueil, il y aura quelqu'un pour me prévenir. Donc en fait, au bout d'un moment, on finit quand même par se raisonner, par se dire, bon, a priori, tout se passe bien. Et c'est au bout d'un petit moment comme ça qu'on arrive quand même à vraiment se laisser aller. Donc ça aussi, je vous invite, si vous avez l'occasion de faire cette expérience de retraite de silence. Moi, le silence, c'est vraiment une pratique fondamentale de tout ce que je transmets. Et pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est pour essayer de résumer en fait ce parcours où ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et où ce sont ces différentes étapes
où j'ai intégré la méditation, où j'ai rencontré j'ai découvert des protocoles chamaniques, j'ai découvert plein de choses. Je me suis formée à la psychologie positive. Et toutes ces choses que j'ai faites, en fait, ont ouvert un espace en moi. C'est un petit peu ce que racontait Amélie ce matin. En fait, c'est important de faire de la place à l'intérieur pour laisser la place à autre chose, pour qu'autre chose puisse émerger. Et puis un jour, j'étais à un cours de yoga. Ah tiens, c'est marrant d'ailleurs, on va voir ce que le yoga nous fait tout à l'heure. Mais j'étais à un cours de yoga, et à la fin de mon cours de yoga, ça se termine par une petite méditation. Et puis moi, je suis partie un peu loin ce jour-là, et j'ai reçu mon premier contact médiumnique avec une personne décédée de ma famille. Donc je crois que c'est la première fois que je le raconte. Voilà, une personne décédée de ma famille que je vois, qui me donne un message à faire passer à quelqu'un dans ma famille. Et le truc le plus drôle, c'est que c'est pas ça qui m'a fait peur. Je sais pas pourquoi, ça j'ai trouvé ça presque normal. Et par contre, ce qui m'a fait peur, c'est que quand je levais la tête, je voyais plein d'autres personnes qui attendaient leur tour. Et je me suis dit, oulala, il y a plein de monde qui attend pour faire passer des messages. Voilà. Et je suis revenue de cet état méditatif en me disant, mais je suis complètement folle, c'est bon. Je suis bonne à enfermer, en fait, tous ces trucs que je fais depuis des mois, là, ça me rend complètement folle, il faut que j'arrête, c'est horrible. Et vraiment, j'étais dans un état de stress épouvantable. Et j'ai mis très, très, très longtemps à accepter ça. Et évidemment, j'ai eu d'autres expériences ensuite, derrière, qui sont arrivées, et sans que je ne contrôle rien. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, au mois de février cette année, j'ai décidé de fonder cette école des médiums, parce que je vois maintenant où ça m'a amené. Je vois cette vérité que ça a amené dans ma vie, cet alignement, cette joie, cette libération que ça peut apporter, d'arrêter de faire des fichiers Excel pour prendre des décisions, mais de simplement écouter son guide, tirer une carte, enfin, quelle que soit l'expérience qu'on puisse faire. C'est tellement plus fluide, tellement plus facile, tellement plus joyeux. Et je me suis dit, en fait, les gens se coupent de ça, parce que si jamais ça leur arrive, peut-être c'est arrivé à quelqu'un parmi vous, la moindre expérience un petit peu bizarre, qui sort un petit peu de l'ordinaire, on se dit, mais en fait, je suis en train de devenir folle, donc je ne vais pas en parler. Ou alors, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on en parle, mais aux mauvaises personnes. Parce que ça crée deux choses quand on commence à parler de médiumnité. Ça crée de la fascination ou ça crée du rejet. Malheureusement, c'est les deux réactions les plus courantes. Donc, si vous en parlez aux mauvaises personnes, soit vous allez avoir la fascination. Ah ouais, est-ce que tu peux me tirer les cartes ? J'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider à le résoudre ? Ou j'ai un nouvel homme dans ma vie, est-ce que c'est le bon ? Enfin voilà, d'un seul coup, on va vous poser plein de questions comme ça. Ou alors, est-ce que tu peux me mettre en relation avec mon grand-père, ma grand-mère décédée ? Voilà, on va vraiment vous demander plein de trucs, et même des choses encore plus bizarres. Ou alors, il y a une forme de rejet, et on ne vous parle plus. Enfin, moi, j'ai perdu beaucoup de mon cercle amical, mais je vous rassure, on trouve d'autres amis. Et ça, c'est vraiment deux erreurs qui font qu'on bloque tout. Et si vous bloquez ça, si vous bloquez ce contact, alors on a parlé d'intuition tout à l'heure, peut-être c'est plus facile si j'utilise ce vocabulaire-là, parce que je fais exprès d'utiliser le vocabulaire de médium, parce que moi je l'assume, je suis médium, mais je sais que ce n'est pas forcément facile à assumer. Mais si je vous dis que la proposition, c'est d'écouter votre guide, d'écouter votre âme, d'écouter votre petite voix intérieure, la proposition, c'est de vous laisser guider par votre intuition. La proposition, c'est d'aller là où c'est le plus facile dans votre vie, d'aller là où c'est le plus fluide, là où ça respire. Si je vous dis que c'est ça la proposition, du coup, on se dit c'est quand même dommage de se couper de ça juste par peur du regard des autres, ou juste parce qu'on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui parlait avec les morts et elle est devenue complètement folle. Moi, je ne connais personne personnellement, mais par contre, je connais plein de gens qui connaissent plein de gens à qui c'est arrivé. Et quand vous êtes au début
de ce réveil, de cet éveil spirituel, du réveil de cette médiumnité, et qu'on vous raconte ces histoires-là, ben vous remettez vite le couvercle de la marmite dessus et vous dites non, non, moi je veux pas. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue moi.